On aurait dû faire, c'est pour définir le contenu de ces régions à statut spécial, appeler les personnes dont on veut régler le problème. Celles qui ont posé une revendication que nous sommes en train de vouloir traiter. Quand je dis nous, je me pose comme un citoyen du Cameroun francophone, mais je devrais dire que les gouvernants prétendent vouloir traiter. La première chose à faire, c'est de s'asseoir avec les personnes qui ont un problème, pour qu'elles exposent le contenu de leur problème et qu'elles exposent leur idée de la solution au problème. Vous n'avez pas vu d'anglophones au Grand Dialogue National? Est-ce que j'ai vu des anglophones? Oui. Bon, c'est vrai que vous avez vécu la situation un peu reclus, mais vous avez reçu des échos. Oui, effectivement. Non, on a la télévision en prison. On a la télévision en prison, si on peut se la payer. Mais ce que je n'ai pas vu, ce sont les personnes qui avaient des revendications. Le tout n'est pas d'être anglophone. Le tout est d'être un leader anglophone qui porte une contestation. Parce que si vous commencez par aller chercher une personne qui ne revendiquait rien, il y a peu de chances que vous ayez la solution au problème que pose celui qui revendique. Donc, on commence par appeler les personnes qui ont porté une revendication pour qu'elles nous disent, à leur sens, quelle est la solution en termes de résolution du conflit. Et c'est cette solution que l'on met dans un accord qui est d'abord un accord de paix, puisque nous ne sommes pas en situation de paix dans ces régions-là. On commence par demander aux gens, qu'est-ce que vous voulez si vous voulez arrêter les combats? Parce que nous voulons arrêter les combats. Qu'est-ce que vous voulez pour arrêter les combats? Ensuite, on écrit les conditions de l'arrêt des combats dans un accord de paix. Ensuite, une fois qu'on a arrêté de se tirer dessus, parce que c'est très difficile de négocier un statut spécial quand les armes crépitent, on peut commencer à discuter du contenu du statut spécial. Quel est le type d'autonomie, pour être concret, que l'on veut accorder à ces régions-là ou que ces régions réclament et que l'on veut leur reconnaître, parce qu'il y a aussi dans toute cette discussion depuis 2016 un gros problème de vocabulaire et que le vocabulaire c'est important. Quand on s'adresse à une personne qui est en colère, qui est amère et qui veut que le conflit soit et qui veut être entendu, on fait attention à la façon dont on lui parle. Donc concrètement, on ne l'appelle pas sécessionniste si elle dit qu'elle est restaurationniste et séparatiste. Parce que c'est une question de vocabulaire, on l'appelle séparatiste. Et on discute avec un séparatiste de la raison pour laquelle il veut la séparation et de la manière de faire en sorte que l'on revienne au stade de la discussion. Quand on est revenu au stade de la discussion, on peut lui demander pourquoi il veut la séparation. Qu'est-ce qu'il veut récupérer dans cette autonomie? Et on peut dire, mais ça, il n'est pas nécessaire, on peut. C'est ce que j'aurais fait moi dans la même position, parce que je ne suis pas moi séparatiste. Et je crois que mes amis, mes frères séparatistes le savent. Ce que j'aurais fait moi dans cette situation, c'est de leur dire, très bien, quel est le contenu de l'autonomie que vous réclamez aujourd'hui? Et nous aurions pu avoir une conversation sensée sur les secteurs dans lesquels le manque d'autonomie leur a porté aux communautés le plus grand préjudice et dire, très bien, nous pouvons parler de l'autonomie. Si je reviens avant 1961, on va peut-être revenir dessus plus tard. Par exemple, en ce qui concerne la politique agricole. Petit à petit, on écrit donc le contenu de l'autonomie du régime spécial. Ici, vous voulez que je vous dise ce qui est transféré aux régions. En ce qui concerne, alors, article 267 du projet de loi, les compétences suivantes sont transférées aux régions: la promotion des petites et moyennes entreprises, l'organisation de foires et salons, la promotion de l'artisanat, la promotion des activités agricoles, pastorales et piscicoles, l'encouragement à la création de groupements régionaux, l'appui aux micro-projets, la promotion du tourisme. Si vous prenez les dispositions relatives au statut spécial, alors ça c'est plus loin. Titre 5, oui. Statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, article 327 puis 328, outre celle dévolue donc les questions de promotion. On est vraiment
là, dans le régime décentralisé typique, vous n'avez absolument aucune autonomie de gestion. On vous confie la promotion de certaines activités, je dirais, accessoires par rapport à ce qui est vraiment la conduite de la destinée des communautés que vous avez sous votre responsabilité. Donc, article 328 en ce qui concerne les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les compétences suivantes sont dévolues. Participation à l'élaboration des politiques publiques nationales relatives au sous-système éducatif anglophone. Création et gestion des missions régionales de développement. Participation à l'élaboration du statut de la chefferie traditionnelle. Et ensuite, on dit très gentiment qu'elles peuvent être consultées sur les questions liées à l'élaboration des politiques publiques de la justice dans le sous-système common law. Concrètement, voilà des personnes... Je pense que moi, ça peut ne pas me gêner parce que je suis francophone. Ça me gêne en tant que juriste et de manière objective, en tant que citoyenne camerounaise, parce que je vois tout de suite que là, cette proposition est insuffisante pour résoudre, revenons depuis le départ, une crise qui est la crise de l'autonomie. Que si vous répondez à quelqu'un qui dit « je veux gérer mes affaires moi-même », d'abord. Ensuite, qui vous dit « je veux même devenir un État indépendant », que vous allez peut-être le consulter pour ce qui est des questions liées à l'élaboration des politiques publiques de justice. Vous êtes en train de lui dire qu'il est fort probable que vous ne le consultiez pas et que même si vous le consultez, il est fort probable que vous ne preniez pas en compte son point de vue. Ce qui veut dire qu'il va rester dans la même situation que maintenant. Expliquez-moi dans ce cas pourquoi il abandonnerait les armes alors qu'il a déjà plus de 200 villages qui ont été décimés, que chacun des citoyens de ces régions peut dire j'ai perdu un frère, une sœur, une tante, un oncle, un père, une mère. Pourquoi? Alors, quelle est la proposition que vous auriez faite précisément pour ces cas-là? Restons dans le domaine judiciaire qui est votre dada, par exemple. Je crois que il y avait un système en place et que ce n'est pas ma proposition à moi, mais je l'ai entendu souvent chez mes confrères de cette région-là, notamment, par exemple, l'ancien bâtonnier Akeremouna. On peut revenir à la situation en 1961, faire le bilan de ce que les différentes modifications de la Constitution ont apporté ou fait perdre à ces régions-là depuis, et du bénéfice qu'elles ont pu tirer des pertes d'autonomie. Et à ce moment-là, à partir du moment où on constate qu'elles n'y ont pas gagné grand-chose, puisque c'est ce qui les a amenées finalement, après plusieurs soubresauts, aujourd'hui à dire nous sommes marginalisés et notre système judiciaire est méconnu, pour ne pas dire nié, commencez par rétablir l'autonomie de ce système judiciaire. Vous ne pouvez pas avoir un système de common law et, bien au contraire, une loi qui vient vous dire que si vous êtes un juge et que vous êtes francophone et que vous avez étudié la loi civil law et que vous arrivez dans un endroit où cette loi ne s'applique pas, vous avez le droit de dire le droit comme vous l'avez appris dans une région où vous avez suivi vos études, et que la personne qui est née dans un système common law n'a qu'à dire merci parce que vous êtes juge. La première chose que je ferais, c'est comprendre ce que c'était que ce système common law et proposer qu'il soit complètement restauré.